On se retrouve maintenant pour discuter optimisation SEO du site internet, un chapitre auquel on pouvait s'attendre, enfin plus qu'un chapitre, plutôt un cours auquel on pouvait s'attendre. Et alors, la première chose que je tiens à préciser, c'est qu'aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette vidéo, on va parler d'optimisation et non pas de production. C'est important de comparer les deux parce que c'est pas la même chose. L'optimisation, c'est par rapport à toutes les pages qu'on a créées. On va faire en sorte de les optimiser, de faire le travail pour que ça plaise à Google, parce que on parle de Google parce que c'est 98% des recherches qui sont faites, en tout cas en France, et c'est l'écrasante majorité dans le monde. Donc, quand on parle référencement naturel, on parle avant tout Google. Donc, on va faire en sorte de rendre tout ça joli pour Google pour qu'il référence au mieux notre site internet. La production, là, c'est autre chose. On le verra dans un autre grand module. Ça sera la production de contenu, comment faire en sorte de ramener plus de visiteurs sur son site en ayant une stratégie beaucoup plus offensive, c'est-à-dire en créant du contenu supplémentaire, par exemple sur un blog ou avec des études de cas, etc., pour faire en sorte de ramener du trafic en fonction de certains mots-clés. Mais ça, c'est une démarche où on va aller regarder les mots-clés, où on va adapter le contenu concret, on va faire plein de petites choses. Là, c'est par rapport à toutes les pages qu'on a créées, comment est-ce qu'on peut optimiser notre site. Moi, j'aime bien souvent dire comment est-ce qu'on peut faire pour habiller la mariée, c'est-à-dire on prend notre site et on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus magnifique possible pour les robots de Google. Et tout ce qu'on va voir là, ça va nous servir ensuite dans l'étape de production qui sera dans un autre grand module. Quand on devra créer du contenu, eh ben on pourra se dire ok, comment est-ce que une fois que j'ai créé mon contenu, comment est-ce que je peux faire pour l'optimiser par rapport à ce qu'on voit maintenant. Alors il y a deux niveaux, il y a un peu un niveau macro, un niveau micro, vous voyez, que j'ai mis ici. Là, il y a optimiser le site. Donc c'est d'un point de vue général, comment est-ce qu'on peut optimiser notre site au niveau du référencement et comment est-ce qu'on peut optimiser la vision micro chaque page de notre site internet. À chaque fois, on peut avoir des actions, que ça soit macro ou micro. Alors, les actions macro, en fait, on en a déjà fait pas mal. C'est-à-dire qu'on a fait Google Search Console, on a déclaré à Google que notre site existait. Ensuite, on a optimisé la vitesse de chargement de notre site. Ensuite, on a mis un HTTPS. Voilà 3 choses qu'on a déjà faites. 3 autres choses, alors là, je vais pas listé dans l'ordre, mais 3 autres choses qu'il faut prendre en compte pour la logique globale d'optimisation de notre site internet, c'est la logique entre nos différents contenus. C'est-à-dire que si Google voit que régulièrement, il y a les mêmes mots-clés qui viennent, par exemple freelance, copywriting et 2-3 autres thématiques qui sont liées entre elles, alors le site va sembler cohérent pour Google et il va se dire, ok, ce site internet parle de ça et parle quasiment que de ça, donc il y a une vraie expertise autour du sujet sur ce site, donc je vais bien le placer quand des gens vont taper ces mots-clés-là. C'est un peu ce qu'on appelle le phénomène de cocon sémantique, et c'est ce que beaucoup de gens font, ou pillar cluster en anglais, et c'est ce que beaucoup de gens font pour le référencement sur certains sujets. C'est-à-dire que typiquement, nous, la boîte numérique, si on a envie d'être bien référencé sur les sujets de tarifs en freelance, eh bien, il faut qu'on écrive un énorme article qui parle de comment choisir ses tarifs en freelance. Et puis après, on peut créer plein d'articles annexes qui vont être comment choisir ses tarifs en freelance quand on est photographe, comment choisir ses tarifs en freelance quand on est copywriter, quand on est journaliste, etc., etc. Et donc, ça va créer ce qu'on appelle un cocon sémantique avec au milieu un article de référence et tout autour plein d'articles qui viennent compléter cet article de référence. Et quand je dis article, ça peut être des pages, etc. C'est un contenu web. J'en viens à un deuxième point, c'est le contenu qui est unique. Google va regarder à quel point notre contenu est unique et vous savez, c'est encore plus terrible que quand on nous disait il faut pas copier et qu'on était à l'école pendant les études, qu'on nous disait si c'est du plagiat, on vous met 0 et ça passait dans des logiciels pour voir à quel point c'était plagié. Bien, Google, on va dire qu'ils ont le meilleur système pour savoir si c'est du plagiat. Si vous faites ce qu'on appelle du duplicate content, c'est-à-dire du copier-coller, eh bien automatiquement Google est de plus en plus fort pour repérer si c'est du contenu copié, même si c'est juste quelques mots qui ont été changés, eh bien automatiquement ça va vous déréférencer. Donc c'est très important que dans la globalité de votre site, la grande, voire la totalité de contenu que vous écrivez, soit du contenu unique, ne copiez-coller jamais. Voilà, vous pouvez vous inspirer de certaines choses, mais faites toujours en sorte d'avoir du contenu qui est unique. Non seulement parce que c'est ce qui est bien pour vous et quand les gens vont tomber sur votre site, ça va sembler logique et ça va pas être des contenus qui sont écrits d'une façon différente entre différentes pages.
Donc, il va y avoir une cohérence non seulement pour les personnes qui vous lisent, mais aussi parce que ça va être, comment dire, c'est un critère qui va être scanné par les robots, que ça soit de Google ou même d'autres moteurs de recherche. Et plus votre contenu est unique, plus il pourra être référencé. En tout cas, il ne sera pas pénalisé. Il faut savoir que si vous copiez du contenu, ça sera complètement pénalisé. La pire chose à faire en référencement, c'est d'aller chercher un contenu, de faire un copier-coller, de le mettre sur votre site. Là, vous êtes sûr de ne jamais être bien référencé. Puis ensuite, il y a la popularité du site, et c'est ce qu'on appelle les backlinks. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui parlent de vous? Voilà, si sur mon site de freelance, eh bien, je suis référencé parce que j'ai fait un article invité, et on en parlera par la suite dans un autre module. J'ai fait un article invité sur un site de référence si je suis business développeur en freelance, que j'ai fait un article invité sur un site qui est très connu pour le business development, le cycle commercial, etc. Eh bien, dans ce cas, ça va donner de la popularité à mon site. C'est comme dans la cour de récré, quand on parle de moi quand on parle de moi tout simplement, ça veut dire que d'autres gens entendent parler de moi et que je deviens un pilier central sur un sujet. Eh bien là, c'est la même chose avec les sites internet. Il y a plein d'autres critères. Là, je vous en ai présenté certains. Il y en a plein d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a déjà agi sur certains critères. Là, maintenant, vous savez qu'il faut pas copier-coller. Vous savez aussi qu'il faut une logique dans vos contenus. Donc, si demain, vous parlez de voiture sur votre site, alors que de base, vous êtes commercial, vous faites du business development, soit vous arrivez à trouver un angle entre le monde de l'automobile et ce que vous faites et votre article traite de ça, soit ça n'a rien à voir et vous avez décidé de parler de votre plus grande passion à travers votre blog, et alors là, il va y avoir un problème de logique. Et puis voilà, la popularité des sites web. Donc, c'est pareil, si jamais vous avez l'occasion de faire des articles invités, tout ça, ça sera vu de façon positive par les moteurs de recherche. On s'en occupera dans un autre module, tout ce qui est article invité et création du contenu, parce que là, j'ai parlé de contenu unique, de logique entre les différents contenus. Je remets dans son contexte. Pour l'instant, on a juste créé les pages qui étaient essentielles. Donc, on va pas aller plus loin dans ce cours là-dessus. Ça viendra dans un autre module, plus sur les stratégies d'acquisition, de trafic, etc. Donc ça, c'était pour notre vision macro. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en ligne de mire globalement pour notre site internet. Ensuite, il y a la vision micro, c'est-à-dire que sur chaque page, eh bien, il y a des choses à optimiser. La première chose, c'est les balises. Les balises, c'est exactement comme lorsque on faisait une dissertation, par exemple, de philo. Le H1, c'est notre titre. Et le titre, il y en a qu'un. Sur notre disserte de philo, on n'avait pas 3 titres. On en avait un seul. Donc, sur chaque page de notre site internet, il faut qu'on ait un H1. Il faut absolument qu'on ait un titre qui indique de quoi parle notre page. Et puis ensuite, les H2, c'est exactement comme les grandes parties. Donc, il faut essayer de décomposer le plus possible notre page et de se dire, OK, avec tout le contenu que j'ai, comment est-ce que je le répartis dans des grandes parties d'abord? Donc, typiquement, je suis en freelance, je suis sur ma page d'accueil. Le H1, c'est le titre qui dit « Bonjour, je m'appelle prénom nom ». Le H2, ça va être une partie pour parler de mon à propos. Ensuite, un deuxième H2, ça va être, donc c'est des titres à chaque fois, c'est des titres qui annoncent des parties. Donc, par exemple, le H2, ça serait à propos. Ou alors, quelques mots sur moi pour savoir qui je suis. Ensuite, il pourrait y avoir un autre H2 qui annoncerait la partie qui soit ma méthode, qui s'appellerait ma méthode. Ensuite, il y aurait un autre H2 qui pourrait s'appeler, si on est sur une page d'accueil, méthode, les clients pour lesquels j'ai travaillé récemment ou mes derniers articles de blog. Voilà. Vous avez compris, en gros, c'est les titres qui annoncent à chaque fois une partie. Et puis ensuite, il y a cette logique jusqu'au H6. Donc, si on a une page avec beaucoup de contenu, eh bien, en fait, on va aller dans des sous-parties, des sous-sous-parties, etc. L'idée étant de montrer à Google comment est structurée notre page. Et plus elle est structurée, plus Google se dit « Ok, c'est du contenu qui va être digeste, donc agréable pour mes utilisateurs. » Il faut revenir au point central. L'intérêt pour Google de bien vous référencer, c'est que quand quelqu'un va taper quelque chose, il va avoir une bonne réponse. Une réponse qui est cohérente en termes de qualité du contenu et en termes de lisibilité, de structure, etc. C'est-à-dire que ça va être bien digeste. Pourquoi Google a intérêt à faire ça? Parce que du coup, si on cherche sur Google, on a souvent un bon résultat, donc on continue de chercher sur Google et eux, ils gagnent de l'argent. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est pas forcément, bien sûr, on pense à Google, mais il faut aussi bien avoir en tête que notre meilleure assurance vie en termes de référencement naturel, c'est de s'occuper de nos lecteurs. Les gens qui tombent sur notre site, si on fait en sorte que le contenu soit de qualité,
qu'on n'ait pas cherché à attirer des gens qui ne sont pas intéressés par notre contenu. Donc, des visiteurs qui sont qualifiés, c'est-à-dire qu'on se positionne sur des mots-clés qui sont les nôtres et pas d'autres en essayant de faire des hacks ou quoi que ce soit. Ensuite, avoir du contenu de qualité, avoir du contenu lisible, c'est-à-dire agréable à lire, le plus possible agréable. Donc ça, c'est des espaces, etc., entre les paragraphes. Le fait qu'on lit pas un énorme pavé, on a vraiment un paragraphe, un espace, un paragraphe. C'est écrit en assez gros pour que ça soit lisible. Je suis pas obligé de plisser les yeux et de me rapprocher de mon écran. C'est mobile. Voilà, là je l'ai pas mis parce qu'il y a plein de critères. Alors déjà, c'est comme la recette de Coca-Cola, personne la connaît. Ensuite, elle change tous les jours pour le référencement naturel. Donc si j'étais capable de vous donner la recette, je pense qu'avec Pierre, on l'aurait pas fait, mais on aurait pu se poser la question. On monte une agence de référencement naturel et on serait milliardaire si on connaissait par cœur la recette. Mais donc et puis et surtout, il y a des milliers de critères. Là, je vous en mets quelques-uns sur lesquels on peut jouer facilement. Donc la lisibilité, je vous disais. Et puis ensuite, il y a le contenu. Qu'est-ce qu'on met? Toujours privilégier la qualité à la quantité. On entend beaucoup, et c'est normal, faites des articles de 1500 mots, etc. Oui, plus vous avez une page qui est complète, mieux c'est. Forcément, plus vous mettez d'éléments pour répondre à une question. Par contre, si vous faites du blabla, eh bien votre page, elle va être mal référencée, même si vous avez beaucoup de contenu. Et sur la boîte numérique, on a un très bon exemple. C'est qu'on a un article que j'ai écrit il y a longtemps qui s'appelle « Comment trouver n'importe quelle adresse email ». Eh bien, déjà, cet article, si vous tapez trouver une adresse email, normalement, devrait apparaître dans les 3 premiers résultats de Google. Et ça, on est à cette pole position depuis très longtemps. Et cette position, elle a été atteinte avec un article qui, de base, faisait même pas 300 mots. Alors, quand on dit 1500, tout ça, c'est possible. C'est juste qu'il était de qualité, il a été écrit pour que quelqu'un qui a envie de trouver une adresse email puisse trouver une adresse email le plus facilement possible et rapidement. Voilà, donc c'est ça qui compte avant tout, plutôt que de mettre tant de mots et tant de mots. Après, si on peut écrire des choses de qualité et en plus mettre plein d'éléments, oui, là, ça vaut le coup d'écrire beaucoup de texte. Mais écrire pour écrire ne sert à rien. Ensuite, il y a les métadonnées. Les métadonnées, c'est tout simplement si je cherche la boîte numérique comme ça sur Google, eh bien les métadonnées, c'est ça. Ça, c'est le titre. Et alors, vous voyez, c'est pas nous en l'occurrence, parce qu'il y a un gros site qui s'appelle aussi la boîte numérique. Donc ça, c'est le titre d'une métadonnée. Et puis ça, c'est la description. Donc on verra ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir les changer. Mais c'est assez important parce que c'est-à-dire que quand vous apparaissez sur Google, on s'en rend même plus compte, mais en fait, le choix qu'on fait quand on clique, c'est en fonction du titre et de ça. Et on se dit, est-ce que je suis au bon endroit, etc. Donc il faut réussir en tout cas, à bien mettre ces métadonnées pour que les gens, quand on apparaît sur Google, ils fassent le choix aussi de cliquer sur notre résultat. Et puis ensuite, il y a le maillage interne, entre autres, qu'on peut modifier. Le maillage interne, c'est le fait de lier nos articles, nos pages ensemble. Donc, je suis sur ma page à propos, je vais lier forcément quelque chose vers la page mes services. Je suis sur la page mes services, je vais lier quelque chose sur la page ma méthode. Et comme ça permet plusieurs choses. En fait, il faut vraiment comprendre que tout est interconnecté. C'est-à-dire que si c'est agréable à lire, je vais beaucoup plus lire. S'il y a un lien vers une autre des pages, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer, je vais aller découvrir. Enfin, en tout cas, j'ai plus de chances d'aller découvrir la page ma méthode s'il y a un bouton pour m'indiquer d'aller dessus. Ensuite, j'arrive sur la page ma méthode. Au lieu d'être parti du site, je suis resté plus longtemps. Ça veut dire que Google comprend que mon site est intéressant puisque la durée de consultation de mon site est plus longue. Donc, contenu intéressant, contenu de qualité, je le fais remonter si je suis Google. Voilà. Il y a autre chose que j'ai pas mis, là je vais le mettre tout de suite, je l'ai cité là. Je me suis dit, je vais pas mettre tous les critères, mais là je vais quand même le mettre parce que ça me semble important. C'est le côté responsive aussi. Et ça, responsive, c'est lié avec la lisibilité. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive sur mobile? Est-ce que le site est consultable facilement? De plus en plus, si son site ne s'affiche pas bien sur mobile, donc l'avantage c'est qu'avec Elementor, par défaut, ça s'affiche quand même plus ou moins bien. Si ça s'affiche bien, on va être bien référencé. Si ça s'affiche mal, on va être de plus en plus déréférencé. D'où l'importance d'optimiser pour mobile. Ça, j'aurais pu le mettre aussi en vision macro. C'est les deux. C'est-à-dire que si toutes nos pages sont bien responsives, ça va briller sur l'ensemble du site et donc l'ensemble du site va avoir plus de poids. Si j'essaye de faire une dernière partie théorie avant de passer à la pratique, c'est promis. On peut avoir une vision, on se dit en fait, on a un critère
Google à chaque fois va établir un critère et les robots en général de moteurs de recherche pour dire est-ce que ce site est intéressant globalement et ensuite est-ce que cette page est intéressante. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale pour essayer de faire en sorte que un peu le coefficient macro pousse toutes les pages vers le haut et ensuite c'est page après page qu'il faut les optimiser pour que nos pages apparaissent bien parce que c'est pas tout notre site qui apparaît, c'est bien les pages les unes après les autres. C'est-à-dire que là, c'est le score SEO d'une page qui est calculé en fonction du site internet et de la page elle-même. Voilà, donc on a deux critères qui nous permettent d'avoir un score global. Je serais incapable de vous dire la pondération et je pense qu'il y a très peu de personnes dans le monde qui peuvent vous le dire, à part les ingénieurs chez Google. Voilà, voilà pour le petit cours théorique d'optimisation du référencement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, encore une fois, une extension pour améliorer plus facilement le référencement de notre site. D'un point de vue global, c'est ce qu'on a vu. On a déjà fait pas mal de choses. Donc, on va encore faire 2-3 petites choses qui vont se faire automatiquement avec l'extension. Et puis ensuite, on va aller regarder sur une page, et vous pourrez le faire ensuite sur toutes vos pages de votre site web, actuelles et les futures que vous allez faire. Comment est-ce qu'on fait pour changer les métadonnées et puis vérifier, c'est l'avantage de l'extension, vérifier que tous les voyants sont bien au vert. Alors pour ça, on va retourner sur notre site, dans le back-office. Je vais mettre la bulle à droite et je vais aller dans Extensions et je vais en ajouter une. Alors pour cette vidéo, je me suis pas mal posé de questions. Il y en a qui doivent se dire, c'est sûr, je sais exactement ce qu'il va installer. Si vous connaissez un peu en WordPress, il y a une extension qui domine depuis des années et des années qui s'appelle Yoast SEO. Ça s'écrit comme ça. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens juste en dessous de la vidéo dans la partie du cours. Voilà, il y a cette extension qui domine depuis la nuit des temps, qui est extrêmement utilisée et qui est très bien. Sauf que nous, dans ce cours-là, on va installer celle-ci. Pourquoi? Ça, c'est une nouvelle extension qui est arrivée il y a pas du tout longtemps. Alors, on a assez d'antériorité. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'utilisation et un très bon score. On a assez d'antériorité pour savoir que celle-ci est très bien. Et pourquoi est-ce que je vais installer Rank Math là-dedans? C'est pas parce qu'on a un lien d'affiliation ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que c'est plus facile à utiliser. Il y a plus d'options et elle est entièrement gratuite. Donc, en fait, RankMate, on trouve plus de choses que dans Yoast. On retrouve les mêmes logiques, les mêmes options, mais avec encore plus d'options si on veut et plus de performance. Donc, grosso modo, après une utilisation de ce plugin et après avoir beaucoup utilisé Yoast, ce plugin me semble être beaucoup mieux et plus intuitif et surtout, il est beaucoup, il s'intègre mieux avec Elementor. Voilà, donc ça me semble être un bien meilleur pari d'utiliser ça. C'est un peu comme s'ils étaient à égalité. Enfin, déjà ils sont pas à égalité, c'est-à-dire que objectivement celui-là est meilleur, mais qu'en plus il est plus facile à utiliser et comme je vous l'ai dit, il a des meilleures performances. Bien entendu, si vous avez déjà un site WordPress, si vous avez déjà entendu parler d'Yoast, si jamais vous avez déjà paramétré votre site avec Yoast SEO, gardez-le, la logique est exactement la même. Vous allez voir pour ceux qui connaissent Yoast, là, on se retrouve quasiment avec la même chose. Et du coup, ceux qui sont sur Yoast, plutôt que de tout désinstaller, même si vous pouvez importer vos données de Yoast avec ce plugin, vous pouvez garder le même parce que on va utiliser les options de base. C'est juste que si plus tard vous voudrez aller plus loin, avec cette extension, vous aurez en tout cas beaucoup moins de limites qu'avec celle-ci, notamment qui propose une version premium dès qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc on va installer RankMate. Encore une fois, je sais pas si je le prononce de la meilleure façon possible. L'important, c'est qu'on l'installe et c'est que ça soit optimal pour notre site internet, plutôt que mon accent anglais. Alors une fois, vous allez voir, une fois qu'on l'installe, on va l'activer et puis là, on va passer par un processus, je vous montre ça tout de suite, pour paramétrer, on va dire, la base de l'extension. Voilà, tac. Donc là, on n'est pas obligé de se créer un compte. On va cliquer sur Passer maintenant. Voilà, et puis là, on va lancer l'assistant. Hop là, c'est compatible, tant mieux. Pour l'instant, j'ai fait aucun test où c'était pas compatible. Donc tant mieux. Là, ça nous propose d'importer les données de Yoast. Alors moi, je l'ai pas installé. Si jamais vous l'avez installé, vous pouvez passer dans cette procédure. Encore une fois, si vous avez installé Yoast,
moi, je vous conseille de garder Yoast pour pas reperdre du temps. Si jamais vous voulez absolument tester, bah, vous pouvez passer par ce processus et prendre vos données automatiquement. Là, moi, j'ai pas de données, donc j'ignore et je n'importe rien. Le site. Alors, qu'est-ce que c'est mon site? Je peux mettre portfolio professionnel. C'est ce qui correspond le plus par rapport à notre activité de freelance. Logo pour Google, et ben là, c'est aller chercher automatiquement mon logo, donc c'est génial. Là, pareil, je peux mettre une image de partage social par défaut, c'est-à-dire que si je paramètre pas sur une page le fait de dire voilà telle image qu'il faut apparaître quand quelqu'un partage ma page sur Facebook, parce que vous savez, dès qu'il y a un partage sur un réseau social, il y a un aperçu du site avec une photo, du texte, etc. Donc là, je peux mettre une photo par défaut, ça me met la recommandation, donc 1200 x 630 pixels. Pour ça, rien de plus simple. Je vais sur Canva, hop là, et je crée un nouveau design. Voilà, 1200 sur, c'était combien? 630. Hop là, je crée ça. Voilà, je me retrouve avec un design où là, je peux mettre ce que je veux, je peux mettre des éléments, des photos. Encore une fois, remettez en perspective. Ce qui est important, c'est de se dire, ça sera partagé sur les réseaux sociaux, donc ça sera pas en énorme. Ils veulent une grande photo pour que ça soit de qualité. Par contre, ça sera pas en énorme. Donc, cette photo, il faut essayer de faire quelque chose de grand, de simple. C'est un peu perturbant parce qu'on a une grosse photo avec pas beaucoup d'éléments. Mais en l'occurrence, ce que vous pouvez mettre, c'est soit votre logo, soit votre photo. Bref, on peut mettre plein de choses. Je vais voir si moi, mon logo, par défaut, est suffisant. Sinon, je vais rien mettre. Voilà, je pourrais mettre soit cette photo, soit je peux essayer de mettre le logo. Alors, attendez, il faut que je bouge la bulle pour pouvoir le faire. Si je mets le logo, ça le prend quand même. Je pense que c'est pas recommandé de mettre le logo et plutôt de mettre la taille d'image qui nous recommande. Là, je mets ça pour l'exemple. Il suffit d'aller sur Canva comme je vous ai montré et ça passe tout seul. On enregistre, on continue. Ok, donc là, on se retrouve avec encore notre histoire de Search Console. Eh bien, on va tout simplement cliquer sur obtenir le code d'autorisation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est, hop là, tac. Donc là, peut-être que vous voyez pas mon écran, mais il suffit de vous reconnecter à votre compte Google. Ça va vous donner ensuite un code et il faudra faire copier-coller. Donc là, par exemple, voilà, moi, ça prend mon code et c'est tout bon. Tac, je me retrouve. Du coup, j'ai autorisé mon compte Google et c'est pour planifier les données. Alors, je vais regarder, j'ai l'impression que voilà, c'est bon, la petite bulle est de retour. Je me suis dit, elle a disparu. Voilà, c'est pour donner l'autorisation à cette extension de prendre les données et d'optimiser notre site. Donc ça, c'est toujours intéressant. Vous voyez, hop, là, j'ai pas mal de sites, mais moi, ça va être pierreguilbeault.me en l'occurrence. J'enregistre et je continue. On continue notre installation. Alors là, par défaut, tout est bien mis. Donc, on garde ça comme ça, tout simplement. Vous pouvez lire si ça vous intéresse. Mais tout est bien. Ok, ajustement SEO, pareil. Ici, c'est très bien fait. Vous voyez, il y a plein de petites choses qui sont un petit peu différentes, un peu plus poussées que Yoast SEO pour ceux qui connaissent. Mais voilà, ça va nous mettre par défaut certains attributs comme le fait que dès qu'un lien externe, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de notre site, est affiché, eh bien, ça l'ouvrira dans un nouvel onglet. C'est une bonne pratique, on n'y pense pas tout le temps, mais voilà, c'est pour faire en sorte que notre site internet soit optimal, même si on oublie certaines bonnes pratiques. Alors, activer les mises à jour, eh bien, je vais cliquer oui, exactement comme une autre extension qu'on va voir ensemble. Tac, tac, tac. Et voilà, passer à la page d'aide, configuration, revenir au tableau de bord. On est tout bon. C'est enregistré. Alors, là, on a plein d'options. On va pas s'en occuper. Voilà, si vous voulez installer des choses, ça sera possible de paramétrer avec cette extension plein de choses. Si vous installez d'autres extensions, d'autres choses par défaut, ça a tout installé. Voilà, si vous installez WooCommerce, vous pouvez activer ça et ça va vous paramétrer pas mal de choses pour WooCommerce. Ça va vous emmener sur pas mal d'options. Pour l'instant, par défaut, tout est très bien. Donc, on a vu un peu la vision macro avec cette extension.
Et maintenant, on va s'occuper de la vision micro en allant regarder ce que ça donne sur une de nos pages. Donc là, je vais dans toutes mes pages et je vais aller prendre, par exemple, ma page d'accueil. Donc vous voyez, sur le côté, il y a quelque chose déjà qui est affiché, qui nous indique, qui nous donne un petit peu quelques paramètres. Et hop, alors ça, je peux l'enlever. Et là, je vais avoir un score SEO qui est extrêmement mauvais. Et donc, j'ai plusieurs choix. Hop, je vous mets ça là. Je vais vous montrer plusieurs choses dans la vision micro, donc pas de panique. Là déjà, vous voyez, j'ai mes paramètres de base, donc jusque-là, rien n'a changé. Et ici, je peux cliquer et je peux déjà modifier certaines choses. C'est-à-dire que je vais voir un petit peu ce que je peux modifier. Je vous parlais des métadonnées, donc ce qui apparaît sur Google avec le titre et ensuite la description. Bon bah là, typiquement, je peux cliquer ici et je peux modifier certaines choses. Et alors, ce qui est cool, c'est que ça va apparaître aussi. Si je remets la bulle sur le côté, ça va apparaître. Attention, et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux, en tout cas, le combo de cette extension avec Elementor plutôt que l'autre extension Yoast. Ça va apparaître ici, ça va m'amener un troisième onglet, et ça c'est quand même sacrément génial. Alors attendez, hop, j'ai cliqué au mauvais endroit. C'est que ça me permet de modifier depuis Elementor ces paramètres, donc soit sur l'interface d'avant, soit ici, et ça c'est quand même sacrément cool. La première chose que vous pouvez faire pour toutes vos pages, c'est tout simplement de cliquer sur Edit Snippet et là, d'aller modifier le titre et votre description. Vous voyez le nombre de caractères et là, ça vous met aussi un indicateur. S'il n'y a rien, c'est tout en rouge. Si on arrive au bout de l'indicateur, c'est tout en vert. Si on met trop de choses, ça va être tout en rouge aussi. Donc, typiquement, pour chacune de nos pages, déjà ce qu'il faut, c'est dire de quoi va parler la page. Et là, vous voyez, par défaut, ce qu'ils me mettent, c'est le titre. Donc bah là, c'est l'accueil, le titre de la page. Et hop, un séparateur. Donc le séparateur, ça c'est des raccourcis pour automatiquement le mettre sur toutes les pages. Donc, toutes nos pages déjà ont un titre. Ça, c'est une bonne première nouvelle. Sauf que moi, ce titre, il me va pas. Pourquoi? Parce que il est pas assez parlant, il donne pas assez envie de venir. Donc ce que je vais mettre Pierre Guilbeault. Mais ensuite, hop, un petit point. Dans les séparateurs, ça c'est une petite astuce. Il y a des tests qui ont été faits à grande échelle. Et quand on met un point en séparateur et pas un tiret comme ça ou un slash, ça fonctionne mieux et les gens ont tendance à plus cliquer. Voilà, ça doit être quelque chose d'inconscient. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc là, je vais mettre une information en plus qu'on n'avait pas. Marketeur, freelance. Voilà, je vais mettre plus d'informations. Je vois que ça devient vert. Ça veut dire que j'ai encore de la place. Alors, c'est encore une fois, privilégier la qualité à la quantité. Si je mets du blabla pour rien, c'est embêtant. Par contre, il faut essayer de mettre des mots-clés. Donc là, dans la description, je peux mettre bienvenue sur mon site internet. Je vais pas mettre bienvenue sur mon site internet. Je vais mettre découvrez ma méthode, les derniers clients pour lesquels j'ai travaillé. Découvrez ma méthode. Au début, alors avant de mettre ça, je vais mettre Pierre Guilbeault. Je vais remettre ça. Gross. Je pourrais même mettre, si on a envie de faire un truc sympa, je m'appelle Pierre Guilbeault et je suis. On a un peu plus de place, donc là on se fait plaisir. Growth Marketer en freelance. Découvrez ma méthode, les derniers clients pour lesquels j'ai travaillé et ce que je vous... Voilà, ça va en rouge, donc c'est trop long. Et bien on peut mettre mes dernières missions. Ou je peux mettre mes références même. Et ce que je vous propose pour accélérer votre... Ça va passer, ça va pas passer pour tac tac tac. Et mes conseils, on va mettre ça. On va toujours faire preuve quand on écrit. Et mes conseils. Pourquoi ça passe pas? Voilà, là on est nickel, on est pas mal au vert, là aussi ça commence à devenir bien. Là le permalien, on peut pas le modifier ici, on peut le modifier à un autre endroit. Bref, on a fait ça.
là, on a déjà un aperçu de ce à quoi ça, voilà, ce que ça va donner sur Google. Niveau mobile, niveau ordi, on est bon. On a comme autre option le social. Donc là, c'est comment ma page va apparaître. Donc, si je ne mets rien sur Facebook et sur Twitter en l'occurrence. Donc ça, je peux modifier directement d'ici en modifiant le titre. Donc vous voyez, si je change complètement, paf, ça va modifier le titre. Et pareil ici, si je change tout, hop, ça va modifier ma description. Donc on peut faire en sorte, si jamais, on peut aussi rajouter une image. Je sais pas, je vais essayer d'en rajouter une au hasard. C'est intéressant. Alors là, je vais pas pouvoir cliquer parce qu'il y a la petite bulle. Tac. Est-ce que si je clique 2 fois parce que j'ai peur que du coup ça décompose tout. Alors attendez. Hop, c'est bon ici. Je vais vous montrer. Bibliothèque d'images. Allez, si on prend ça. Voilà, donc là ça va nous modifier ça. Et donc si j'enlève par défaut, ça va mettre exactement ce que j'avais mis pour Google. Et voilà, là on voit sur les réseaux sociaux, bon, sur Facebook, hop, c'est trop long. Donc je peux peut-être enlever, bah là c'est à tout repris, donc il faudrait que je retape, mais il faudrait que je mette quelque chose de plus court peut-être, parce que j'ai moins de place que sur Google dans l'aperçu. Et sur Twitter c'est pareil, je peux faire tout ça. Donc pas mal d'options, tac tac tac. Une fois que j'ai fait ça pour toutes mes pages, là ça s'est enregistré automatiquement, c'est pas mal. Ça vous donne un score, c'est ce que vous avez vu, score de 27 sur 100. Donc là on n'est pas du tout bon. Qu'est-ce qu'on va regarder? On a 4 choses où ça nous indique est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Et donc là, pour nous donner un score, et ben là ça nous donne un score, je dirais pas au hasard, mais un peu pourri, parce que aussi il faut qu'on lui dise de quoi parle la page. Et donc si je lui dis que ça parle de Pierre Guilbeault, voilà, déjà on a un score qui est beaucoup mieux, parce que sur le site, Pierre Guilbeault revient beaucoup, donc sur la page, pardon. Donc forcément, c'est intéressant. Donc là, ça nous met voyant au vert. Ok, nickel. Tout est bon. Tout est bon ici aussi. Tout est bon. Donc la page, elle est optimisée. Additionnel, qu'est-ce qu'il y a? Ajouter une image avec votre mot-clé principal sous forme de texte alternatif. Donc là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire que cette image-là, il faut que je l'optimise éventuellement et je vous montre juste après comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser les photos de notre site internet. Donc première chose, il nous dit sur votre site, les images n'ont pas le titre Pierre Guilbeault. En tout cas, sur cette page-là. Donc, les images qu'on utilise, c'est celle-ci, celle-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ces deux-là. Donc, ces deux-là, en l'occurrence, on va pas les ajouter. C'est beau, mais c'est dire que, ah oui, et à la fin, tac, si je retourne, ok, on a ces 2 photos aussi qu'on aurait pu utiliser. Mais en l'occurrence, c'est cette photo qu'on va utiliser. On va mettre Pierre Guilbeault dans la description de la photo. Ça va renforcer le côté quand quelqu'un va taper Pierre Guilbeault, bah, cette page est complètement, j'allais dire accurate, mais je cherche le mot français. Cette page, c'est la bonne, quoi, tout simplement, parce qu'elle parle de Pierre Guilbeault. Tac, tac, tac. Là, je vois que la densité des mots-clés pourrait être améliorée, c'est-à-dire que le nom de Pierre, prénom-nom, ne revient pas trop souvent, donc il pourrait revenir plus. Donc là, on l'a une fois. Je pense qu'on l'a peut-être ici encore une fois. Voilà. Là, on a Pierre qui revient. Voilà, on pourrait se dire à 2-3 autres endroits, éventuellement on le met. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous recherchons dans la base de données. Donc ça, écoutez, c'est un peu un mystère pour moi parce que je ne l'ai jamais vu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là déjà on voit que c'est additionnel. Donc déjà il y a la base du SEO. Il faut que ça soit bon. Et vous pouvez regarder, ok, qu'est-ce que je dois améliorer? Ça vous met en rouge ce qu'il faut améliorer, en vert ce qui est déjà bon. Ici, pareil, on a est-ce que le titre est lisible? Est-ce que le contenu est lisible? Et là, est-ce que le SEO, donc le référencement additionnel, comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Eh bien voilà, là je sais ce que je peux faire pour l'améliorer. C'est dommage, il n'y a pas de petite étoile. Nous recherchons dans la base de données. C'est possible que eux soient encore en train de mouliner pour donner d'autres conseils. Voilà. Je vous parlais aussi tout à l'heure d'articles piliers. Vous pouvez cliquer ici et ça voudra dire que ce post, cette page-là, donc que ce soit une page ou un article, sera marqué comme un des piliers du site internet. Ça vous aidera surtout si vous êtes en train de faire un blog. Voilà grosso modo pour les options d'une page RankMate.
Là, on a plein d'autres petites options qui sont très bien mises de base. Hop, je me suis trompé. Donc, y a pas besoin de s'en occuper. Là, ça va nous ouvrir les mêmes choses que tout à l'heure. Donc, c'est très bien. Hop, on a déjà vu. Voilà, donc grosso modo, si vous faites déjà ça sur toutes vos pages, vous réalisez, est-ce que c'est bien lisible? Alors, il faut bien regarder ça, mais attention, ayez un minimum de bon sens. Je vais sur mon site, s'il me dit que c'est lisible, mais que moi j'ai du mal à lire, bon bah d'accord, c'est qu'il y a eu un mauvais calcul à un moment, et c'est possible que la machine se trompe. Donc, si jamais ça vous indique un mauvais score, ça va vous permettre de vous guider et de vous dire, OK, selon les robots, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est moins bien. L'énorme avantage d'utiliser une extension aussi, c'est que celle-ci, leur job, c'est de se mettre au courant le plus possible de comment est-ce que fonctionnent les robots et de retranscrire ça. Donc, ça va vous prévenir aussi des nouveautés comparé à quelqu'un qui n'aurait pas une extension. Et donc, là, si demain, il y a un critère supplémentaire qui arrive, eh ben, l'extension va le rajouter et va vous dire, attention, c'est bien ou c'est pas bien. C'est tout pour la page. Tac, tac, tac. Donc, bien sûr, on pense bien la mettre à jour. On va revenir en arrière. Je vais vous montrer ensuite. On va rechecker un petit coup. Voilà, ça nous indique bien le score. Là, si je retourne sur mon interface WordPress, pareil, il y a quelque chose d'assez sympa. C'est que le jour où vous allez vouloir vous avoir un coup d'œil et vous dire, OK, j'optimise mon référencement, eh bien, vous pourrez voir les scores et vous dire, OK, là, je vois quel est le mot-clé pour chacune de mes pages. Peut-être que le mot-clé sur ma méthode, ça va plutôt être méthode growth hacking, si j'ai envie d'être bien référencé. Et donc, à chaque fois, vous voyez le score et puis un petit peu les liens aussi. Est-ce que j'ai beaucoup de liens qui sont sur mon site? Bref, toutes ces questions-là. Et ça, mine de rien, c'est hyper intéressant de le voir en un coup d'œil parce que ça va nous permettre de savoir où est-ce que ça pêche, pardon, et qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est tout pour l'optimisation des pages telles qu'on l'a vu. Vous avez vu la vision macro, on a installé l'extension, on a vu comment optimiser une page. L'idée maintenant, c'est de le faire pour toutes les pages, en tout cas de changer les métadonnées et éventuellement de mettre un mot-clé principal pour voir où vous en êtes au niveau du score. Maintenant, je vous montre rapidement comment est-ce qu'on peut faire pour changer un peu le SEO d'une image. Et donc, si je prends cette image qu'on avait décidé d'optimiser, donc là, je vais bouger la bulle. À chaque fois, elle est au mauvais endroit, comme on change. Voilà. Et alors là, on a ce qu'on appelle un texte alternatif. Le texte alternatif, c'est ce qui va permettre de dire à Google de quoi parle mon image. Et alors, il faut savoir que les robots sont de plus en plus intelligents et donc sont capables de savoir s'il y a une personne, deux personnes, trois personnes, quelles sont les couleurs présentes sur l'image, est-ce que c'est un soleil, est-ce qu'il se passe une action. Sauf que c'est encore important pour être bien référencé dans le Google classique où on a les liens, mais aussi dans Google Images. Il ne faut pas négliger le trafic si jamais vous créez du contenu plus tard, le trafic que peut vous ramener Google Images parce qu'il y a quand même des gens qui recherchent dessus, donc ça peut vous ramener du monde. Là, en l'occurrence, par exemple, si je suis growth marketer, je fais une pyramide pour expliquer le growth hacking. Et ben, si plus tard des gens vont chercher des méthodes, etc., et que ma photo, j'ai mis méthode growth hacking pyramide, et ben si des gens vont taper ça dans Google Images, ils vont tomber dessus, et donc potentiellement ils vont atterrir sur mon site. Non seulement ils vont voir une image, mais ils peuvent se dire, ok, ça vient d'où? Ça m'a l'air intéressant cette théorie, je vais dessus. En l'occurrence, l'idée là, c'est pas de mettre méthode growth hacking. Pourquoi? Parce que là, on a sous les yeux la photo de Pierre et l'idée, c'est de faire quelque chose, encore une fois, d'honnête. Donc, je vais pas chercher à prendre du trafic avec une photo de Pierre. Là, je vais tout simplement mettre Pierre Guilbeault, freelance, growth, marketer. Je vais décrire l'image. Alors, si on a envie, le plus important, c'est le texte alternatif. Si on a envie, on peut aller plus loin, on peut mettre une légende à notre photo, on peut mettre une description, etc. Ça, c'est vraiment quand vous voulez être dans la suroptimisation, aller plus loin. La base, déjà, c'est pour toutes vos photos d'aller dessus et de mettre à quoi elles correspondent. En fait, le texte alternatif, c'est tout simplement le texte. Si jamais on n'avait pas de photo, qu'est-ce que représente notre image ou notre photo? Voilà, tout simplement. Je peux fermer. Et on est tout bon pour l'optimisation SEO. Bien entendu, il y a
d'autres critères, comme je vous l'ai dit, il y en a des milliers, etc. Là, si déjà vous faites tout ça pour votre site, je peux vous assurer, si déjà toutes vos pages sont optimisées à 90 sur 100, on est déjà pas mal. Pareil, je vais utiliser la même rengaine, mais au début, ça n'a pas besoin d'être parfait. Au début, ce qui compte, c'est d'optimiser ce que vous pouvez faire rapidement. Vous pouvez rapidement aller optimiser les photos. Vous pouvez rapidement mettre les métadonnées. Vous pouvez rapidement faire en sorte de mettre de la lisibilité, c'est-à-dire de mettre de l'espace entre vos paragraphes, etc. Après, pour des choses un peu plus complexes, comme la densité des mots-clés, etc., l'idée, c'est d'avoir déjà une première version en ligne, puis ensuite de l'améliorer. C'est-à-dire que c'est pas uniquement valable pour le contenu, le design, mais c'est aussi valable pour le référencement. Cette logique de on fait, c'est en ligne, et ensuite on améliore. Parce que on ne peut pas optimiser zéro. Je me souviens très bien, c'était le papa d'un ami qui a monté sa boîte qui m'a dit ça le jour où je cherchais à optimiser une entreprise qui faisait 0 € de chiffre d'affaires. Eh bien, c'est exactement pareil pour notre site internet. Et le référencement, si on n'a pas déjà posé les bases du référencement, ça sert à rien de l'optimiser. Donc, on prend à bras le corps ce sujet, on modifie déjà ce qu'on peut faire facilement. D'un point de vue macro, on en a fait pas mal. D'un point de vue micro, je vous ai montré comment faire page par page. Puis ensuite, on va sur les médias, on prend nos photos principales et on modifie le texte alternatif. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Pour le référencement naturel, en tout cas l'optimisation, on passera dans les stratégies de contenu, un peu à toutes ces histoires de mots-clés et autres. C'est promis, je vous souhaite une bonne optimisation de votre site et j'espère que vous serez super bien référencé avec un petit peu de temps. J'en profite pour faire une dernière parenthèse et après c'est fini. Le contenu généralement qui est publié sur Internet arrive à maturité, c'est-à-dire que si demain vous écrivez un article, toute la maturité en référencement naturel arrivera au bout de 3 ans. Ça veut pas dire qu'au bout de 4 ans, c'est plus valable. Ça veut pas dire qu'avant 3 ans, ça n'aura aucun impact. Il faut juste savoir que le référencement, c'est long. C'est pour ça que ça ne sert à rien de mettre son site en maintenance en attendant qu'il soit parfait. Ça sert à rien d'attendre d'avoir un article parfait pour le publier, etc. Parce que tout ça, ça va prendre du temps. Ça va payer avec le temps. Donc, le plus tôt c'est en ligne, le mieux c'est. Donc, n'attendez pas, faites-le et ensuite, on optimise. Allez, c'est tout. Je vous laisse.